je change? D'accord. Alors donc, je voudrais, à titre d'introduction, vous parler non seulement de la formation du système nerveux, mais surtout de son organisation. Et la première partie de mon cours va porter sur l'organisation. Et je commence par vous montrer cette photo d'un jeune homme. Regardez-le. S'il n'était pas dans ses haillons, il ressemblerait à un d'entre vous. Et il est dans sa cuisine, regardez, c'est une table de cuisine, il a un micro tout à fait élémentaire et il a plein de colorants sur ses étagères. C'est cet homme qui a bouleversé notre concept du système nerveux central, vous l'avez tous reconnu, j'imagine. C'est qui? Eh bien, c'est Ramón Cajal. Vous avez tous entendu parler de Ramón Cajal. Et son nom traîne dans tous les livres, mais c'est vrai, quand je suis allée sur Internet pour faire ce cours, et j'ai fait Google Photos, Cajal, et il y a une multitude de photos, parce qu'il était en même temps amateur de photos, et il se mettait en scène, c'est lui qui s'est mis en scène dans cette espèce de tablier souillon un peu avec ce petit bonnet, et voilà. Donc, qui était ce grand monsieur pour nous, pour tous ceux qui s'intéressent au système nerveux? C'est un enfant doué, surdoué, qui n'était pas destiné à faire les découvertes qu'il a faites. Son parcours est très intéressant. Je vous conseille d'aller justement sur Google et lire, puisque l'événement régulièrement revient, ses œuvres reviennent, sont d'actualité. Et il a eu le prix Nobel pour ses découvertes. Alors, sa chance a été quoi? Sa chance a été qu'il a connu Camillo Golgi. Et Golgi, que vous connaissez du nom des organes de Golgi, les corps de Golgi, eh bien, il a eu le génie d'imaginer une coloration argentique qui colorait les neurones. Je vais vous dire pourquoi ça a révolutionné notre concept. Et c'est à partir de ces deux intelligences que la doctrine neuronale est née. Donc vous voyez que c'est très jeune, cette doctrine neuronale, puisque ça remonte au début 1900. C'est la base de la neuroscience moderne, vous allez voir. C'est la base de la compréhension. Ça vous fait tellement rire. C'est la base de la compréhension de l'embryogenèse du système nerveux qui, entre parenthèses, je voudrais signaler, occupe une large part de recherche en ce moment. Et puis aussi, ça nous a permis de comprendre la pathologie cérébrale de l'adulte et notamment les grandes percées pour la compréhension des maladies neurodégénératives. Nous les devons à cette équipe-là. Et voilà ce que les deux, c'est-à-dire ce que Cajal a vu sous son microscope, le petit microscope que vous voyez ici, après avoir appliqué la coloration de Golgi sur un morceau de tissu de cerveau humain. Et il a la surprise de trouver cette espèce de pieuvre avec des ramifications nombreuses et avec une minutie extraordinaire, il a dessiné toutes ces cellules avec leurs moindres détails. Et alors, il a décrit un corps cellulaire. Il décrit des prolongements qu'il décrit sous forme de prolongements longs et prolongements courts, ramifications courtes. Et à sa grande surprise, avec cette coloration, il ne met en évidence qu'une seule cellule. Et il lui a fallu l'étude de nombreuses coupes de cerveau adjacentes pour démontrer que cette cellule n'était qu'une parmi tant d'autres et que les ramifications qu'il arrivait à identifier aux alentours étaient des ramifications d'autres cellules. Et vous allez voir que tout ce qu'il a dit se trouve confirmé aujourd'hui. Ici, je vous ai sélectionné deux figures. La première est ce que Cajal voyait sous son microscope, c'est une coloration encore de Golgi sur un neurone, cette fois-ci multipolaire. Et ce que je vous ai choisi à côté, c'est une microphotographie au microscope confocal. Vous savez que c'est le dernier né des microscopes, c'est excellent comme définition. Et vous voyez qu'il n'était pas très loin et que même à son échelle, il pouvait identifier ces nœuds que vous voyez aujourd'hui avec perfection au niveau de confocal
le long des ramifications. Et tout ça, bien entendu, aujourd'hui, a une signification majeure. Donc est née en 1891 la doctrine neuronale qui mettait fin au concept ancien. Tout le monde s'était intéressé au cerveau, bien entendu, pas autant qu'au cœur, parce que le cœur était vraiment l'organe vital et en même temps le centre des sentiments, mais finalement, le cerveau était considéré comme un système réticulé. On ne pouvait pas l'expliquer, le cerveau. Tout le monde regardait le cerveau au microscope, mais ne pouvait pas avoir une idée de la façon dont le cerveau était fait. Et la théorie cellulaire est née donc à partir du moment où on a pu appliquer la coloration argentique. Et alors, on a nommé ces cellules neurones et on en a fait des unités fonctionnelles du système nerveux. On a aussi dit que ces neurones avaient des connexions précises et c'était leur grande importance grâce à deux types de prolongements, axone et dendrite, que nous reverrons. Donc, je n'ai pas besoin, tout le long de vos études médicales, surtout en P1, vous avez eu l'histologie fine de la cellule nerveuse. Vous connaissez sûrement mieux que moi comment est faite une cellule, mais on aura l'occasion d'en faire entrer dans les détails. Mais toutes ces photos que je vous montre, je vous rappelle que ce sont des photos de la collection de Golgi, donc d'il y a plus de 100 ans. Les voilà à l'âge un peu avancé. Donc, par rapport à la photo du départ, vous voyez qu'il est devenu plus amer. Son regard est beaucoup plus profond et autrement interrogateur. Et les deux donc, se sont partagés le Nobel de 1906. Alors, comment aujourd'hui regarder ce système ? Ce système, le système nerveux a plusieurs fonctions, vous vous en doutez, et finalement, ce qu'on peut retenir aujourd'hui afin de me permettre d'aller plus loin dans mon raisonnement, c'est de dire que c'est un système qui a développé une capacité de communication express. Toutes les cellules communiquent ensemble. Vous savez que la biologie est fondée sur la communication cellulaire, mais que dans le système nerveux central, cette communication est menée à son extrême, c'est-à-dire à la fois sur le plan vitesse, et ce qui nous permet de nous corréler dans un laps de temps minimal avec ce qui se passe avec l'extérieur et aussi d'être au courant avec ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire avec l'économie interne de notre organisme. Nous recevons les informations, nous les traitons et nous faisons une réponse adaptée et rapide. Et puis, l'autre caractéristique qui est vraiment extraordinaire et qui n'est encore pas compris totalement, c'est nous conservons en mémoire ces données-là et ces événements internes et externes gardent dans nos neurones une trace. Alors, parlons de la particularité de ce système nerveux, puisque c'est un organe comme un autre, mais vous allez voir que ce n'est pas un organe comme un autre. D'abord, c'est un système vulnérable, comme le rein et le cœur, puisque sa vascularisation est terminale. C'est-à-dire que si vous perturbez la perfusion dans une des artères cérébrales, les autres artères ne peuvent pas venir au secours de ce territoire qui ne reçoit pas d'autres ramifications et le territoire va mourir. Vous avez tous entendu parler des accidents vasculaires cérébraux et vous voyez que ces accidents-là on ne peut pas venir au secours et améliorer la vascularisation à travers un autre vaisseau. De l'autre côté, c'est un tissu mou. C'est-à-dire que le cerveau, si vous le sortez de la boîte crânienne, surtout chez l'enfant et encore plus chez le fœtus, c'est une structure qui est quasiment liquide, a une consistance semi-molle et peut se détériorer, se fracturer. Et combien de fois vous entendez des accidents de voiture, un coup de lapin qui fait que le tronc cérébral est fracturé. Ça veut dire que c'est une structure qui est très fragile et c'est pour cela que sa physiologie, on doit tenir compte dans la compréhension de sa physiologie, de cette fragilité. Alors, ce système est hautement protégé. Protégé par quoi? D'abord, il y a une protection mécanique, c'est la boîte crânienne, vous vous en doutez, qui protège de façon substantielle.
Et puis aussi, autour de cet étui osseux, il y a un coussin liquidien qui aussi amortit beaucoup les chocs. C'est le liquide céphalorachidien qui entoure le cerveau et qui aussi circule à l'intérieur du cerveau. Enfin, sur le plan beaucoup plus biologique, ce cerveau est protégé par rapport aux infections. Ce cerveau est protégé aussi par rapport aux molécules. Et donc, il y a 2 systèmes de barrières qui filtrent les germes et les molécules qui vont dans le cerveau. Par exemple, parmi les expérimentations qui étaient faites, si vous injectez dans le sang d'un animal, c'était à l'époque, c'est ce qu'on faisait, on injectait du bleu, de l'encre bleue, de bleu de méthylène dans le sang, tous les organes se colorent en bleu, excepté le cerveau. C'était la preuve qu'il existait un système de barrière entre le sang et le cerveau. Et ce système protège le cerveau contre les germes, par exemple, et peut protéger aussi contre certaines molécules. Donc, c'est important, et je vous dirai 2 mots au cours de cette semaine de ces barrières. Maintenant, voyons comment, sous quel angle, nous, ici, aujourd'hui, on va aborder le système nerveux. Eh bien, bien entendu, il y a plusieurs façons d'aborder le système nerveux central et notre approche aujourd'hui va être morphologique. Nous allons nous intéresser au système nerveux, non pas sur le plan macroscopique, puisque c'est la neuroanatomie qui va vous faire ce cours-là, et moi, je vais m'intéresser plutôt à l'aspect microscopique, et bien entendu, il y a plusieurs autres façons, la physiologie, la sémiologie, pour aborder le cerveau. Et donc, tout de suite, on va entrer dans le rappel du neurone et la cellule qui est appelée l'unité structurale du système nerveux central. Ici, avec un microscope électronique à balayage, vous reconnaissez tout de suite le corps de la cellule et le renflement du noyau avec une multitude de prolongements, des prolongements qui sont de tailles différentes. On sait que cette cellule a une origine neuroectodermique, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et sa principale caractéristique, c'est qu'elle a perdu à jamais sa capacité de division. Les neurones matures ne se divisent pas. Autre caractéristique de ces neurones, ils ont une diversité phénotypique, c'est-à-dire que vous avez une multitude de formes de neurones, et quelle que soit leur forme, ces neurones fonctionnent en réseau et sont capables de stocker l'information. Donc, si vous alignez ces principales caractéristiques de la cellule, on peut donc, à ce moment-là, à partir de ces critères, identifier les neurones. Alors, voyons la morphologie de base. Je reprends cette image en électronique à balayage par rapport à un schéma tout simple, assez élémentaire. Et vous voyez donc que cette cellule, si on arrive à la couper et qu'on regarde à la coupe, puisque le balayage, c'est l'aspect extérieur qui est balayé en tridimensionnel, et là, on va regarder de quoi est faite. Donc, on décrit un corps cellulaire que les anciens appelaient péricardion. Vous trouvez encore dans les livres d'histologie le corps appelé péricardion, avec des formes différentes. Et ici, c'est une forme multipolaire qui est représentée. Cette cellule, on sait, elle a une forte activité métabolique et on connaît aujourd'hui le support histologique de cette activité métabolique pour faire face à la fois à ses besoins internes et aussi à assurer le coût énergétique important de l'influx nerveux. Et donc, les 2 prolongements, vous voyez tout de suite qu'il existe des prolongements qui partent tout autour du corps cellulaire. Ce sont des prolongements courts avec énormément de ramifications et en revanche, il y a un prolongement qui est unique, qui est très long, qui est l'axone et qui quitte un pôle de la cellule pour aller à distance, terminer souvent très loin. Alors, on va faire notre focus sur le cytoplasme, le corps cellulaire.
Ce corps cellulaire, vous voyez, en microscopie optique, c'est ce qu'on faisait faire aux étudiants il y a une vingtaine d'années en histologie. On disait, sous microscope, à partir de votre microscope, dessinez le neurone. Eh bien, c'est ce qu'on pouvait faire, faire une membrane cytoplasmique multipolaire. Le corps, la forme est multipolaire. Le centre est occupé par un noyau et la particularité de ce noyau, c'est d'avoir un nucléole. Et puis, le cytoplasme de neurones est rempli de taches. Et c'est les premiers qui ont décrit, ont utilisé des termes descriptifs. Ils ont dit ce sont des corps tigroïdes qui donnent un aspect tigré au cytoplasme de neurones. Qu'est-ce qu'on sait maintenant de ces structures? On sait que ce noyau, que vous le voyez ici en microscope avec son nucléole, il a une chromatine fine et c'est un noyau, c'est une chromatine qui est extrêmement active sur le plan transcription. Dans le cytoplasme, ces organelles que l'on voit sous forme de taches, ce sont des organelles qui sont spécialisés dans la synthèse protéique. Vous n'en connaissez pas, il n'y en a pas 150. Il y a le réticulum endoplasmique granulaire, il y a l'appareil de Golgi et il y a le réticulum endoplasmique lisse. Donc, dans ce cytoplasme, vous avez un mélange de REL, réticulum endoplasmique lisse, et REG, réticulum endoplasmique granulaire, et un appareil de Golgi. Et puis, le neurone produit de l'énergie et sa production d'énergie a une seule source, comme dans toutes les autres cellules, ce sont les mitochondries. Enfin, une composante importante de neurone qui a été longtemps négligée, c'est son cytosquelette. Vous savez que toutes les cellules ont un squelette. Ce squelette est fait de fibres qui donnent la forme à la cellule. Mais ce n'est pas seulement, le squelette ne sert pas seulement à donner la forme. Et vous allez voir que dans le neurone, ce cytosquelette joue un rôle majeur dans le transport intracellulaire et aussi dans la migration et beaucoup d'événements que j'aurai l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Alors, revenons à ces organelles. Donc, vous voyez ici ce neurone avec ses prolongements de type dendritique et axonal. Et je voudrais juste vous montrer un schéma inspiré d'une figure en microscope électronique cette fois-ci. Et vous voyez que là, autour du noyau, donc voici le noyau et son nucléole, il existe des systèmes de lamelles empilées comme ça. Ces lamelles-là correspondent à un appareil de Golgi. Vous voyez que l'appareil de Golgi vient très près du noyau. Et cela, si vous revenez à vos cours de biologie cellulaire, vous comprenez que toute la transcription met en jeu cette machinerie qui sert non seulement à transcrire l'ADN, mais à la traduire en protéines. Et cette protéine doit être exportée de la cellule. Et c'est l'appareil de Golgi qui sert à cela. Ensuite, vous avez le groupe de REL, REG, que l'on appelle les corps de Nissl, et qui sont toutes ces taches que vous voyez ici, des réseaux aussi de membranes, tantôt lisses, totalement lisses, tantôt entourés de petits points, des grains, et donc c'est la définition que les morphologistes avaient donnée, un réticulum qui est lisse ou qui est granulaire. Enfin, il y a des vésicules dont on ne connaît pas encore très bien la fonction, que l'on appelle les lysosomes. Ce sont des vésicules toutes seules que l'on peut apercevoir tout autour du noyau. Des corps résiduels, des grains qui sont colorés, et puis surtout le cytosquelette. Vous voyez, toutes ces fibres qui traversent la cellule correspondent à son cytosquelette. On pourrait regarder ces organelles en microscopie électronique à un plus fort grossissement. C'était simplement pour ici vous rappeler la structure d'un appareil de Golgi. Vous voyez que c'est un empilement de membranes avec des vésicules tout autour qui servent au transport du matériel. Vous voyez par rapport à l'appareil de Golgi un REG, donc tout le système de lamelles qui est entouré de grains, et ces structures-là donc sont indispensables dans l'organisation de neurones. Et vous voyez là encore un grossissement de corps de Nissl pour vous montrer l'intense activité de synthèse dans ces neurones.
Alors, maintenant, parlons deux mots du cytosquelette, dont le rôle est le maintien de la morphologie, mais aussi, on va voir dans les connexions entre cellules et surtout le trafic intracellulaire, le transport axonal, c'est-à-dire que tous ces organelles que vous avez vus, ils trouvent leur chemin, ils peuvent avancer dans telle ou telle ramification grâce à la présence de ce cytosquelette qui est une sorte de trame de guidage et que les organelles vont utiliser pour aller au bon endroit au bon moment. Alors, sachez, connaissez la composition de ces microtubules, c'est très important. Les microtubules, ce sont des organelles ubiquitaires, c'est-à-dire vous avez dans toutes les cellules. Mais leur composition est aussi pareille. C'est-à-dire que ce que je vous donne ici est valable pour le cytosquelette d'une cellule épithéliale. Mais la nature de ces éléments va changer en fonction de nos rôles. Premièrement, donc, tout cytosquelette est constitué de microtubules, filaments intermédiaires et microfilaments. Les microtubules de neurones s'appellent neurotubules. Les filaments intermédiaires du neurone s'appellent neurofilaments. Et les microfilaments appartiennent au groupe des actines. Les prolongements maintenant. On distingue donc les prolongements courts du prolongement long. Les courts s'appellent dendrites, ils sont en nombre multiple et ces prolongements se comportent comme le cytoplasme du corps cellulaire, c'est-à-dire ce sont des émanations et des prolongements du cytoplasme avec les mêmes organelles. En revanche, c'est l'axone qui n'a pas la même composition sur le plan morphologique. D'abord, l'axone est unique et puis les cordonistes ne passent pas dans l'axone. Il y a une espèce de cône d'implantation qui fait barrière à l'arrivée des cordonistes dans l'axone. Alors, l'électronique, si on regarde un schéma à partir d'une coupe électronique d'un neuropile, c'est-à-dire là où les neurones se connectent, ici, vous voyez là les dendrites. Oui, donc je pars de cette figure au faible grossissement. Vous voyez que l'arbre dendritique est extrêmement touffu. Et si vous regardez ce petit morceau-là en électronique, vous voyez qu'il existe de très nombreuses émanations, des bourgeons dans cette dendrite qui fait des connexions, c'est-à-dire des synapses avec les neurones opposés. À chaque fois que vous voyez ces densités, ça veut dire que vous êtes en présence de synapses. Donc la particularité de l'arbre dendritique, c'est la multitude de ces synapses. Et si on regarde en coupe, vous voyez que dans les dendrites, vous voyez des mitochondries, ce sont des formes arrondies que vous voyez ici, et du cytosquelette qui se trouve dispersé de façon homogène. Maintenant, regardons l'axone. L'axone est donc ce prolongement qui quelquefois fait plusieurs mètres et qui a la particularité d'être à l'origine de la transmission de l'influx à distance, très loin. Et pour améliorer sa performance, il existe autour de cet axone une gaine de myéline. Cette gaine de myéline, on va voir en électronique, a une organisation extrêmement précise et rigoureuse. Et le cylindраx correspond donc juste à cette partie centrale, vous voyez, où il y a juste quelques neurofilaments. Tout autour du cylindраx, il y a cette gaine de myéline. Et le cylindраx, avec ou sans gaine de myéline, est toujours accompagné d'une cellule de soutien que l'on appelle cellule gliale. Cette cellule s'appelle, pour le système nerveux périphérique, cellule de Schwann, et pour le système nerveux central, on l'appelle oligodendrocyte. Donc, la présence aux côtés de l'axone de cellules de type glial est fondamentale pour son fonctionnement et on va voir pour la fabrication de la gaine de myéline. Voilà une coupe de nerfs
en microscopie électronique pour vous montrer l'organisation périodique totalement organisée de la myéline. Et on sait pourquoi cette myéline a cette forme-là. La myéline est finalement juste un enroulement de la membrane cellulaire des cellules de Schwann autour du cylindre-axe. Donc, ça donne cette organisation qui est lamellaire et que l'on reconnaît très très bien quand on regarde ce nerf. Au milieu, donc, le cytoplasme de l'axone avec ses microtubules et ses microfilaments, et tout autour, cette gaine de myéline qui tout à l'heure vous paraissait homogène noir. Là, vous voyez son organisation périodique. Et donc, ainsi, je vous ai présenté les éléments de la substance grise et les éléments de la substance blanche, c'est-à-dire l'organisation générale du cerveau. Ici, la substance blanche est représentée en noir. Vous voyez qu'elle occupe dans le cerveau le centre, et tout autour s'organise la substance grise que l'on va voir plus en détail tout à l'heure. Donc, je voudrais juste vous dire quelques mots sur la particularité des neurones. Donc, on sait que les connexions sont spécifiques et multiples, que les connexions peuvent se faire entre neurones et neurones, on parle de synapses, et que les connexions qui se font avec les muscles s'appellent la plaque motrice. C'est pourquoi l'étude du muscle fait partie de l'étude du système nerveux central. Et donc, les neuropathologistes s'intéressent aussi à l'organisation de la plaque motrice. Ça fait partie, c'est dans la continuité de l'esprit du système nerveux. Alors, les connexions neurales, on les voit partout et on voit surtout au niveau du cortex cérébral. Ceci est encore une fois une lame de Caral pour vous montrer que les neurones ne se connectent pas n'importe comment. Il y a toujours une organisation. J'aurai l'occasion de vous parler de cette organisation qui fera que chaque neurone va reconnaître sa cellule cible, neurone cible, et ne se connectera qu'avec cette cellule-là. Et si elle ne trouve pas la cellule en face appropriée, son synapse ne se fera pas et ce neurone va mourir. Alors, deux mots des synapses, puisque c'est une découverte essentielle dans l'organisation du système nerveux. Il est découvert très tôt, vous voyez qu'il est découvert en 1897 par Sherrington, et qui a pu expliquer comment l'influx allait se transmettre entre une cellule, ici la cellule cible, elle reçoit des connexions qui sont des synapses, donc à travers des dendrites d'autres cellules. Vous voyez que ces synapses peuvent se faire tout autour du corps cellulaire, et peut-être que cette morphologie multipolaire de la cellule favorise le nombre des synapses. Donc l'articulation peut se faire entre axone et dendrite, entre dendrite-dendrite, dendrite-axone et dendrite-péricardion. C'est-à-dire donc que vous avez une multitude de possibilités de connecter deux cellules à travers corps cellulaire, à travers les prolongements. Alors, ce schéma est encore tout à fait valable et a le mérite de vous donner deux vues. D'abord, vous voyez la surface externe d'un neurone, et ici, une fenêtre faite dans ce neurone où vous voyez le noyau. Donc, vous voyez qu'à sa surface, le neurone reçoit comme ça, comme des ventouses, de très nombreuses ramifications qui vont établir des connexions directement avec le neurone. Alors, l'histologie de ces synapses, on sait que ces synapses sont faites d'un système de jonction, c'est-à-dire quelque chose les maintient, les fait adhérer les deux parties, puisque vous avez une partie qui est présynaptique et une partie qui est postsynaptique. Dans les deux parties, vous voyez que les mitochondries sont présentes, donc on a besoin d'énergie. Et dans la partie présynaptique, vous voyez la présence de très nombreuses vésicules. Ces vésicules contiennent les neurotransmetteurs qui doivent se libérer dans cet espace et agir sur la cellule voisine. Donc, on peut reconnaître encore ici, vous voyez que ça, c'est à peu près équivalent en microscope électronique, et vous voyez les vésicules synaptiques dans la partie présynaptique. Vous voyez cette jonction
qui relie les deux membranes des deux cellules. Et des deux côtés, vous voyez les mitochondries avec leur forme particulière et les crêtes intra-mitochondriales. Et ceci, c'était une photo dynamique, mais je n'ai pas réussi à la dynamiser, mais je vais vous donner le nom du site, vous irez dessus et vous allez voir, c'est très intéressant de voir comment le potentiel d'action qui arrive modifie le rapport du calcium et provoque l'ouverture des vésicules dans la fente synaptique. Les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente et agissent sur leurs récepteurs sur le versant postsynaptique et l'influx est transmis. Une très belle photo que je n'ai pas résisté à vous montrer, c'est la plaque motrice. Vous voyez comment ceci correspond aux fibres musculaires striées que vous voyez ici en violet. Et vous voyez très bien les terminaisons nerveuses qui viennent former cette partie extrêmement fine de la jonction, un synapse entre nerfs et muscles qui s'appelle la plaque motrice. Voilà encore une plaque motrice au microscope au microscope confocal où vous voyez très bien les nerfs en vert fluorescent et la plaque motrice en rouge. Alors, on vient à la diversité des cellules. Vous savez, je vous ai dit que les neurones avaient une multitude de formes. Globalement, dans le système nerveux central, on reconnaît les formes multipolaires, pyramidales, et il y a aussi des formes granulaires. Et le système nerveux, tout ceci correspond aux cellules qui entrent dans la motricité. Et en revanche, les cellules qui entrent dans l'activité sensitive, ce sont des cellules très particulières que l'on dit unipolaires ou pseudo-unipolaires. Ou c'est des cellules en T. Il y a une branche afférente et une branche efférente qui permet la connexion avec donc la périphérie et de l'autre côté, fait l'intermédiaire avec le neurone moteur. Tout ça, donc, vous les aurez, ce n'est pas la peine de les reprendre. Et ici, je vous ai mis une figure de microscopie électronique, confocale, avec un schéma, un diagramme de Caral. Vous voyez qu'il avait tout vu. Il avait vu toutes ces formes de neurones particulières qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en évidence les formes, les bipolaires, les multipolaires, les hantés, etc. Donc pareil, vous savez que le confocal est un outil formidable pour l'étude des neurones et les connexions neuronales que vous voyez ici sur les différentes formes. Une cellule à sa part très importante, c'est la cellule de Betz, qui est la cellule pyramidale la plus volumineuse que l'on trouve au niveau de la circonvolution frontale ascendante et qui assure toute la motilité, la mobilité, la motricité chez nous. Et ces cellules, on peut les identifier, donc ont la particularité de s'aligner dans la couche 5 du cerveau. J'aurai l'occasion de vous dire 2 mots quand on regardera le système nerveux central. Les neurotransmetteurs sont très variés. Les physiologistes s'intéressent aux neurones en fonction de leurs neurotransmetteurs. Il y a les cholinergiques, les GABAergiques, et il y en a une flopée. Donc, c'est les physiologistes qui vont vous en parler de tout cela. Et c'est en gros la fonction de ces neurones, c'est soit excitatrice. Par exemple, les cellules pyramidales, les cellules motrices sont excitatrices et il y a des cellules inhibitrices qui sont GABAergiques. Et cette distinction pour nous est très importante en pathologie, en pédiatrique par exemple. Il y a des bébés qui naissent avec des convulsions que l'on ne peut pas soigner. Et aujourd'hui, on a démontré que chez ces enfants, il y avait une anomalie de migration des cellules GABAergiques qui sont normalement présentes pour contrôler l'activité des cellules pyramidales. Quand elles sont absentes, personne ne contrôle l'activité des cellules pyramidales et ces enfants convulsent 24 heures sur 24. Et donc, la deuxième partie de cellules qui nous intéresse ici, ce sont les cellules gliales.
Les cellules gliales qui longtemps ont été négligées et on les appelait gliales pour glue. Glue, ça veut dire colle, et donc on pensait que c'était des cellules de remplissage sans aucune importance. Et les anciens les avaient appelées névroglies. Et on sait aujourd'hui qu'elles ont les mêmes origines que que le neurone, on va voir tout à l'heure. Et contrairement aux neurones, ce sont des cellules qui conservent leur capacité de division. Ce sont des cellules qui ont un rôle important dans les échanges. Donc, s'il n'y a pas de cellules de névroglie, le neurone ne peut pas fonctionner. Et que ce sont ces cellules qui sont à l'origine de la myéline. C'est elles qui fabriquent la myéline, qui permet l'influx saltatoire. Ce sont des cellules qui ont des sécrétions, on va voir, et qui ont aussi une diversité phénotypique avec des fonctions différentes. On reconnaît au moins 4 les astrocytes. Les astrocytes assurent la barrière sang-cerveau. Ce sont des cellules qui produisent des facteurs trophiques qui permettent aux neurones et aux tissus environnants de se développer. Et aussi, ces astrocytes viennent former une espèce de barrière à la surface du cerveau. C'est une notion récente. Alors que pour le rein, on vous décrit une capsule autour du rein. Pour le foie, on vous décrit une capsule autour du foie. Eh bien, on ne savait pas que le cerveau était un organe aussi fermé. Cette glie, que l'on appelle l'imitance, recouvre la surface du cerveau. Et on a identifié, et j'ai étudié une série de fœtus qui étaient atteints d'une maladie où la barrière, c'est-à-dire cette glie limitance, était anormale. Eh bien, dans ces cas-là, les neurones sortent du cerveau et vont se constituer dans les méninges. C'est la preuve que vous avez besoin d'une glie limitance parfaite pour retenir les neurones à l'intérieur du cerveau. Donc, le rôle de la glie limitance est de plus en plus maintenant étudié. Et puis, les cellules gliales qui participent à la myélinisation, c'est soit la cellule de Schwann pour le système nerveux périphérique, soit l'oligodendrocyte pour le système nerveux central. Une autre cellule a un rôle extrêmement important dans l'échange avec le LCR, c'est l'épendymocyte. Et puis, dans ces cellules, on met, malgré l'origine différente, la microglie qui entre dans le système de défense, c'est-à-dire des macrophages. Et pour le moment, la microglie, d'où le nom microglie, c'est-à-dire petite cellule gliale, a été inclus dans la population neurogliale. On la maintient bien que son origine soit totalement différente. Voilà ces 3 cellules. Donc, astrocyte, vous voyez, elle a une allure très particulière. On la compare on dit astrocyte à pompon, et les ramifications viennent se terminer au niveau des vaisseaux. Il envoie une espèce de trompe au niveau de la paroi vasculaire et pompe et fait l'échange. La microglie, c'est une toute petite cellule, vous voyez, avec aussi quelques ramifications. Et l'oligodendrocyte, vous voyez, elle vient tout autour des axones et va organiser la myéline autour des axones. Voilà donc le pied. Voici des astrocytes avec leurs pieds qui viennent se poser au niveau d'un vaisseau. Ceci, c'est un capillaire dans le système nerveux. C'est une trompe qui vient se positionner contre la paroi d'un capillaire et ponctionner des liquides. Ces cellules ont la particularité, on peut les marquer à l'immuno parce qu'elles ont une protéine particulière et on peut donc avec l'immunohistochimie les démontrer avec leurs ramifications importantes. Voilà donc ces cellules gliales aujourd'hui avec le microscope confocal et vous voyez leur diversité. La microglie, donc on a dit que ça faisait partie des cellules qui défendent le cerveau et qui viennent probablement du sang périphérique et qui occupent le cerveau avant même que la barrière sang-cerveau ne s'installe. J'ai juste 2 mots à vous dire sur une autre forme de glie dont je vais avoir besoin tout à l'heure pour vous expliquer la migration neuronale. Cette glie, elle s'appelle radiaire et elle n'est présente que chez le fœtus. Elle correspond à un système d'échafaudage que vous voyez. Ceci correspond à une coupe d'un hémisphère chez le fœtus. Et vous voyez au milieu, au centre, la cavité ventriculaire, à l'extérieur, l'arachnoïde. Tout ceci
correspond au manteau cérébral. Et vous voyez que à ce stade, le manteau cérébral est parcouru par un système de rails que l'on appelle la glie radiaire, que vous voyez ici en microscope à balayage. Cette glie radiaire sert d'échafaudage et toutes les petites particules que vous voyez accrochées à cette glie radiaire correspondent aux neurones qui utilisent ces échafaudages pour migrer. Parce que vous allez voir tout à l'heure que la migration neuronale est le point clé du développement du cerveau. Donc, je voudrais finir par cette diapositive qu'il y a une complexité, certes, dans le système nerveux, mais elle n'est qu'apparente parce qu'il y a une organisation rigoureuse. On va le démontrer. C'est un système hautement hiérarchisé. On va voir qu'il y a des étages dans le fonctionnement et aussi ce qui va faire qu'on va mieux comprendre cette hiérarchie en comprenant le développement. Que les cellules communiquent, ça c'est vraiment très important, et que la capacité de traitement de l'information, bien entendu, est basée sur cette communication. Mais il y a des questions qui sont encore en suspens. Comment le système nerveux se développe? Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et comment ces structures peuvent survivre avec un neurone qui va vivre toute la vie. Vous savez que c'est la cellule que vous avez de la naissance à la mort et qu'elle ne va pas se développer. Et comment elle fonctionne. Donc, voilà les références que j'ai utilisées. Et c'est là, sur les deux sites, si vous voulez aller, vous verrez beaucoup d'animations. Donc, je vous laisse 5 minutes, le temps de basculer sur la deuxième partie du cours, qui est cette fois-ci le développement.